cet épisode avec moi, professeur des écoles depuis 8 ans, il a choisi depuis 5 ans de devenir remplaçant pour explorer une autre facette de l'enseignement. Très présent sur les réseaux sociaux où il est suivi par des centaines de milliers de personnes, il est devenu une véritable référence grâce à sa manière unique de raconter l'école autrement. Avec humour, sincérité et profondeur, il nous pousse à réfléchir sur des questions sociales, éducatives et culturelles plus larges. Passionné par les histoires qu'il a vécues au fil des années, il a même pris la plume et écrit un livre captivant dans lequel il partage 50 anecdotes aussi touchantes qu'amusantes, inspirantes que surprenantes, de l'inclusion à l'égalité des chances en passant par la diversité culturelle, la lutte contre les stéréotypes ou encore l'importance de la bienveillance dans l'enseignement. Il aborde des sujets essentiels qui touchent chacun d'entre nous. Mouhamadou dit balance pour la balance et mon invité, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, ça se passe? Ça va très bien, quelle présentation! Bon, on essaye toujours, ouais. C'est mon moment préféré de l'émission, quand c'est réussi après le reste, Ah ouais. en général ça se passe bien. Comment ne pas être à l'aise après ça? On est très content de te recevoir. C'est les vacances pour toi, c'est les ça? vacances scolaires. C'est le cas, ça va, ça se passe bien? Ça se passe Un très, peu de très repos, bien. ça... C'est ça, on essaie de prendre un peu du recul sur la première période. C'est le plus important. Ce que j'ai l'habitude de faire avec mes invités, c'est une fiche d'identité. Ouais. Et est-ce que tu es d'accord avec moi pour la remplir? Bien sûr. Quelques questions, on y répond. La fiche d'identité. Alors toi, tu es la fiche d'identité 141 069 20. Ok. Nom, prénom ou pseudo? Ok. Je vais donner mon prénom, Mouhamadou, pseudo, balance pour la balance sur les réseaux. Voilà. Date de naissance, on la donne pas? Non. Anonyme? Lieu de naissance? On peut dire Paris. Paris 11e. Profession? Professeur des écoles. Passion, hobby? Ouais, le basket. Ça a toujours fait partie de ma vie. Le sport de manière générale, mais le basket en particulier. La musique, la lecture, des hobbies assez classiques en fait. Passer du temps en famille avec des amis. Voilà, c'est vraiment assez banal, j'ai envie de dire. Ok, citation préférée? Waouh. Je ne perds jamais. C'est Nelson Mandela qui disait ça. C'était je ne perds jamais. Soit j'apprends. Attends, il faut que je me la Soit remette je en gagne. tête. Non, c'est même pas. Si, c'est ça. Si, je crois que C'est soit... ça. J'ai déjà eu la citation. Ouais, T'es ouais. le quatrième J'ai invité, plus t'es la exactement- deuxième qui me la sort cette C'est saison. vrai Ouais. Ah, c'est rigolo ça. Et la deuxième personne qui a écrit un livre aussi qui me la sort, il y a Jenny Ateka aussi qui m'avait sorti la Ouais, même c'est ça, citation. je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Parce que, après, c'est peut-être la déformation professionnelle, mais en tant qu'enseignant, c'est un mantra, en fait. On sait très bien que l'erreur fait partie de l'apprentissage, en fait. Et pour le coup, en situation, ça se vérifie, en réalité. Voilà, c'est tout ce que je rencontre. Alors oui, on pourrait se dire, parfois, on a l'impression d'être dans la défaite, mais en réalité, non, parce que les situations vont se répéter, en fait. Donc, si on a déjà vécu une situation et qu'on arrive à en retirer quelque chose, qui se produit généralement, en fait, c'est qu'on n'a jamais perdu. Voilà. La défaite, c'est un sentiment particulier à un instant T, mais c'est pas quelque chose qui se vérifie sur le temps, surtout lorsqu'on est amené à rencontrer les mêmes types de situations encore et encore. C'est Donc, ouais. top. Belle citation, en plus, beau développement derrière la citation. Réseaux sociaux? Instagram, TikTok, un peu YouTube aussi. Balance pour la balance à chaque fois. Balance pour la balance pour le retrouver, regarder ces vidéos. Est-ce qu'on peut parler de ton enfance? Comment elle Bien se sûr. passe? T'as Bien grandi sûr. où? Alors j'ai grandi dans l'Est parisien, voilà, Est populaire mais très vivant, avec mes parents et ma fratrie. Voilà, j'ai un frère et des sœurs, et on a tous toujours vécu ensemble. Plutôt une ambiance heureuse, j'ai envie de dire, populaire, c'est-à-dire pas forcément aisée, bien au contraire, mais n'ayant pas le sentiment d'avoir manqué quoi que ce soit, parce que mes parents, et plus encore ma maman, a toujours fait en sorte, en fait, ils ont toujours fait en sorte qu'on ne manque de rien. Voilà, et même lorsqu'on manquait de quelque chose, on n'en avait pas forcément le sentiment. Donc, franchement, ouais, ambiance heureuse. Hein, Une belle enfance. Enfance heureuse. Elle se traduisait comment ton enfance? Qu'est-ce qui rythmait les journées de Mouhamadou? J'allais à l'école, déjà. Après, peut-être ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsque j'étais tout petit, moi, le français, je l'ai appris à l'école, en réalité. Parce que mes parents ne sont pas originaires d'ici, ils viennent d'une région du Sénégal. Et lorsqu'on était petit, à la maison, ils nous parlaient la langue, en fait. Une autre langue, ce qui ne nous a pas empêché d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui et de m'exprimer comme je le fais aujourd'hui. J'ai appris le français en entrant à l'école et voilà, mon enfance, c'était des journées scolaires classiques, des activités à côté lorsqu'on pouvait. On allait beaucoup au parc, je me souviens, à peu près à toutes les saisons. Et voilà, quoi, des amitiés, des déceptions aussi, mais je veux dire, jusque-là, rien d'extraordinaire. Une ambiance vraiment assez classique. Et
et heureuse pour le coup. Moi, je l'ai ressenti comme ça. J'étais très heureux. Depuis le début de l'interview, tu as beaucoup parlé de tes parents, ton père et ta maman. C'est quoi les valeurs que tu retiens de ce qu'ils t'ont transmis de l'enfance? Est-ce qu'il y a des mots qui t'ont marqué, une phrase particulière, une attitude? Des attitudes encore plus que des mots, je crois. Parce que je viens d'une famille alors si on peut considérer que j'ai une double culture au moins, de cette partie-là, de cette culture en tout cas, où c'était beaucoup l'économie des mots. C'est-à-dire que, surtout en tant qu'enfant, lorsqu'on s'adressait à des adultes, il fallait, j'allais dire, pas faire attention, mais pour être bien entendu, essayer de bien choisir ses mots. Ok. Voilà. On ne parlait pas pour ne rien dire, entre guillemets. Et j'en ai retiré, euh, je crois, une partie de la personnalité que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que si... parce que parfois, des gens reviennent sur la manière dont je m'exprime, et c'est quelque chose qui m'est naturel, en fait, mais ça vient de mon milieu. Et je crois que ça vient aussi de cette double culture, parce que ce que j'ai appris en parlant ma langue maternelle, eh bien, je l'ai quelque peu retranscrit en français. J'essaye, pas tout le temps, hein, ça m'arrive d'être un peu plus relâché, on va dire, mais de m'exprimer en faisant en sorte que ce que j'ai à dire euh, soit, on va dire, le plus impactant, pour que j'ai pas, ou le moins possible, à le répéter. Alors ça n'empêche pas que parfois il y ait besoin de le faire, hein. En classe, ça se vérifie tout le temps, hein. Et parfois, d'ailleurs, c'est pas moi qui dis mieux les choses, ce sont les enfants entre eux qui vont... si moi j'ai expliqué quelque chose et qu'un enfant l'a compris, parfois c'est lui qui va être capable de l'expliquer à un autre de ses camarades, en fait. Voilà, parce que la manière dont ils s'expriment entre eux aussi n'est pas la même que lorsque moi, je m'exprime avec eux et que je leur donne des consignes. La passation se fait de différentes manières. Mais de manière générale, j'en ai retiré ça. Une espèce de manière de se comporter par rapport au langage qui est empreinte de mise à distance perpétuelle, en fait. Parce que, et ça aussi, je crois, c'est le fait d'évoluer dans différentes sphères, même si c'est un monde physique qui est le même pour tout le monde, le fait de voyager comme ça dans sa tête dans différentes langues, parce que parfois on a des concepts et on a besoin de les traduire d'une langue à une autre, et bien ça fait qu'on est toujours en fait en train de mettre de la distance entre nous et notre interlocuteur pour essayer de faire en sorte que lorsqu'on s'exprime, eh bien ce qu'on ait à dire soit le plus clair possible pour la personne en face, pas seulement pour soi-même. Donc ça c'est une manière de faire, je crois que j'ai retiré de mon éducation, que je garde tout le temps. Et à l'école, ça se passait comment? T'étais quel genre d'élève? En élémentaire, surtout maternelle, élémentaire, est-ce que tu te souviens, t'as des souvenirs Oui, j'ai des souvenirs. Franchement, j'étais un élève qui aimait bien l'école. Ça veut pas dire que j'étais un bon élève, mais c'était juste que j'étais bien à l'école. J'ai eu la chance, je crois, d'avoir des professeurs qui me mettaient à l'aise et d'être dans un environnement assez stable et assez divers en réalité. Donc j'étais amené à évoluer avec des élèves qui venaient de différents bords, en fait, différents types de familles, différents milieux sociaux. Et franchement, ça se passait super bien. Donc j'étais un élève qui aimait l'école, même si j'étais pas du tout le meilleur. On a cette fausse perception aussi parfois de penser que les gens qui évoluent dans le monde de l'école, les enseignants a fortiori, Ouais, c'était des ont toujours gosses à été de l'école. bons élèves et tout. Non, c'est pas vrai du tout. Et ça se vérifie encore une fois. Moi, en salle des maîtres, lorsque je suis avec les collègues, que je parle avec eux, il y a de tout. Il y en a qui n'aimaient pas l'école et qui sont devenus enseignants justement parce que ils voulaient changer les choses par rapport à ça. Il y en a qui ont toujours aimé l'école et depuis tout petit, ils savaient qu'ils allaient embrasser ce métier-là. Et il y en a qui ont fait autre chose et qui ensuite sont arrivés à l'éducation. Donc vraiment, les trajectoires sont diverses et variées. Moi, dans mon cas, j'étais un élève qui aimait bien l'école. J'étais un enfant qui était bien à l'école de manière T'étais générale. content d'y aller. Ah ouais, c'était sympa, j'apprenais plein de choses. C'était cool. Et au Ouais. collège, pareil, ça se... Au collège, ça s'est un peu gâté, mais un peu comme pour tout le monde, hein, je crois. Sixième, cinquième, ça se passait plutôt bien. J'étais toujours dans ce truc-là où j'aimais bien. Et puis, je crois que quatrième, troisième, les apprentissages se sont complexifiés, en fait, pour moi. Et puis, j'étais sur autre chose dans ma tête. Peut-être que, comme beaucoup d'enfants aujourd'hui, le collège, c'est une période charnière, en fait, où il y a d'autres enjeux qui se jouent pour nous en dehors de l'école. Peut-être on se sent aussi un peu plus grand, entre guillemets, même si on est adolescent, mais on n'est plus tout à fait tout petit et on s'approche de l'âge adulte et on se sent peut-être un peu plus grand qu'on ne l'est. Et du coup, il y a on a d'autres priorités peut-être que l'école. Dans mon cas, c'était comme ça. L'école, c'était devenu quelque chose que j'aimais toujours bien, mais qui était devenu un peu plus difficile. Il a fallu attendre le lycée pour que je me remette dedans. Les apprentissages me motivaient beaucoup plus. Et peut-être l'enjeu derrière aussi d'avoir, en fin de cursus, le baccalauréat m'a motivé, je crois. Et justement, comment il se fait le choix du lycée? Une fois que tu arrives en troisième, est-ce que c'est un choix que tu décides ou c'est quelque chose qu'on t'impose pour l'orientation? Alors moi, ouais, c'est super intéressant ça. En fait, on m'a imposé, plus ou moins, on a essayé de m'imposer une trajectoire. Parce qu'encore une fois, en quatrième, troisième,
les résultats scolaires, c'était pas trop ça. Je me débrouillais bien, mais c'était vraiment beaucoup moins bien qu'en sixième et en cinquième. Et pour la troisième, il s'est posé la question d'aller en filière technologique, si je dis pas de bêtises, en tout cas de ne pas suivre le cursus général. Et en réalité, j'ai refusé. C'est-à-dire que moi, je ne me voyais pas faire ça. Non pas parce qu'il faut aussi bien mettre les choses sur la table, les filières technologiques ou celles qui ne sont pas générales, en tout cas, ne sont pas des filières que moi, en tout cas, je considère comme fourre-tout. C'est-à-dire que on nous y met, et voilà, non, parce qu'il y a des personnes qui s'épanouissent en fait dans ces filières-là aussi, et il faut le dire. Et pareillement, dans les filières générales, parfois on a des personnes pour lesquelles on pense que ce serait le mieux pour elles, et sans entrer dans l'histoire de clichés, tout ça, et pour lesquelles en fait, non, ça ne se passe pas. On vous sentait bien ici, et en fait, non, c'est pas là que vous vous épanouissez le plus. Dans mon cas, en tout cas, on a essayé de m'orienter dans ces filières-là, et c'est pas du tout ce que je voyais pour le reste de ma scolarité. Donc je me suis battu, je suis allé en appel, à l'époque on appelait ça comme ça, et j'y suis allé tout seul d'ailleurs, sans mes parents, et j'étais là face à différents professeurs, et j'étais en train de plaider ma cause pour expliquer le pourquoi du comment je voulais absolument aller en seconde générale, et ce que je comptais y faire en fait tout simplement. Apparemment ça les a convaincus, et le reste de l'histoire me donne raison, hein, parce que ça s'est vraiment très très bien passé après. Et tu te souviens de ce que tu leur as dit? Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard Comme ou métier? ouais. Non, absolument pas. Absolument pas. Ni dans la ville, tu savais pas, Non, vraiment t'avais pas absolument de pas. vision. Non, non, non. C'est juste que j'aimais bien l'école et que j'aimais bien apprendre. Et je me disais, mais les filières technologiques, dans ma tête, c'était quelque chose de professionnalisant. Ce qui, aujourd'hui, avec le recul, je trouve extrêmement enrichissant. Parce qu'en fait, on apprend aussi le métier en mettant la main dedans. Voilà. Mais comme je n'avais pas d'idée de métier, je me suis dit, continue à apprendre, continue à rester dans une espèce de théorie. Et l'endroit dans lequel j'étais, en fait, parce que c'était un collège-lycée, en plus, donc certains de mes amis quittaient pour aller en filière techno, mais beaucoup d'entre eux, en fait, restaient dans la filière générale, et je pense que j'ai voulu les suivre aussi, en fait. Donc non, je voulais pas bouger, j'étais bien dans mon espèce de petit microcosme, et il y avait encore une fois cette histoire de mixité sociale qui finalement fonctionnait pas mal, et j'étais bien dans cet élément, en fait, dans cet espace-temps, et je voulais absolument y rester. Une fois que tu arrives au lycée, tu le dis, ça se passe super bien. Ouais. Les résultats, ils sont excellents. Ouais, ils sont bons en tout cas. Ouais, meilleurs. Et puis je vais jusqu'au bac, le bac se passe bien. Mais c'est vraiment en seconde, moi je me souviens, j'ai eu une espèce de déclic en fait, même pour des matières pour lesquelles je n'étais pas forcément doué. En physique-chimie par exemple, j'ai l'impression que c'était concret en fait. On était là et on manipulait des choses en fait. Et c'était des petites expériences et c'était super fun. C'était super amusant pour moi. Après, il y a d'autres matières dans lesquelles pour lesquelles j'ai toujours éprouvé de l'intérêt, les matières littéraires, on va dire. Voilà, le français notamment. J'avais la chance de commencer un petit peu la socio, parce que moi j'étais dans une filière ES, on appelait ça comme ça à l'époque. Donc on avait des mathématiques, mais on avait aussi pas mal un bloc littéraire, on avait ce bloc de sociologie et d'économie, et qui était du coup tourné, je trouve, vers un peu plus vers la société dans laquelle on vivait en fait. Et je trouvais ça aussi super intéressant en fait. L'histoire, c'était fou, c'était trop bien. J'ai le souvenir de quelques enseignants qui m'ont marqué, ouais, et qui ont participé à ça. Ouais. C'était chouette. C'était sympa. Ouais. C'est à quel moment que tu sais ce que tu veux faire plus tard dans la vie? En fait, jusqu'à aujourd'hui, je me pose encore la question. Ah ouais? Ah ouais, j'occupe une fonction à cet instant-là, mais je ne sais pas si c'est ce que je ferai toute ma vie. Et plus le temps avance, et moins ça m'est évident. Le métier de professeur, je l'aime. Il est trop chouette, je trouve. Il est très 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 intéressant. Il a une place qui est centrale dans la société, même si la place ne lui est pas, je crois, reconnue. Voilà. Mais les enseignants savent que la fonction qu'ils occupent est importante. Et donc ça, c'est cool. Et puis au jour le jour, généralement, je dis bien généralement, à la marge, il y a toujours autre chose, mais généralement, je le ressens en fait. Lorsque je suis en classe avec les élèves, dans le rapport avec les parents, je sens bien qu'on a une place qui est relativement privilégiée. Donc je suis content d'être là. Maintenant, je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie, parce que en me projetant par exemple à 60 ou 65 ans, puisque on parle de l'âge de la retraite maintenant qui recule sans cesse, je ne sais pas si à 60 ans, j'aurai la même fougue, la même passion, la même patience et les mêmes références aussi par rapport au public qui sera face à moi. Aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir des élèves qui sont en face de moi et pour lesquels on partage certaines références culturelles. Et ça, c'est chouette aussi, parce que finalement, on évolue, je crois, dans un espace-temps qui est
relativement similaire. Je suis pas trop perdu en phase 2. Mais j'imagine que sans travail de ma part en amont pour rester dans une certaine actualité, bah, dans 10, 15, 20 ou 30 ans, je vais être un peu perdu en fait. Et il n'y a rien de pire que ça, d'occuper une fonction pour un public, devant un public pour lequel, en fait, finalement, on n'est pas en phase. Voilà. C'est comme si d'un coup, je me retrouvais dans un espace-temps où je ne parlais plus la langue des élèves que j'avais en face de moi, et pourtant, je suis censé leur apprendre quelque chose. J'aurais plus la, j'aurais plus la Ouais, ça pertinence, en devient. fait. Bah, c'est Voilà. comme dans le livre, tu t'en parles notamment du Kwakubé, on reviendra. Absolument, 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 c'est ça. On reviendra Eh oui. dessus, mais c'est vrai qu'il y a un décalage qui peut se Il y a un créer. décalage qui peut se faire, donc ça fait peur. Et en même temps, il y en a qui réussissent, parce qu'il y a des enseignants qui arrivent jusque-là. Mais est-ce qu'ils le font toujours en bonne conscience? Est-ce qu'ils y arrivent en bon état, entre guillemets? Ça, je ne le sais pas. Quand je me projette, je ne sais pas. Donc pour répondre à la question, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas forcément objectif en tête, j'avais plein de choses différentes en tête. Je voulais être sportif de haut niveau, je voulais faire du basket, moi, parce que ça a toujours été ma passion. Je voulais... Est-ce que je voulais travailler même auprès des enfants? Non, pas forcément. Je crois que si jamais on m'avait demandé ce que je voulais faire à l'époque, j'aurais probablement dit quelque chose comme sportif, ouais, de haut niveau. Et c'est à quel moment que se fait la bascule, du coup? À quel moment tu décides que tu seras Ça professeur se des fait écoles? au moment où moi je suis déjà dans les études supérieures, je suis à la fac, j'ai un bac plus 4, et en fait à ce moment-là, le gouvernement de François Hollande a ouvert, parce qu'il a toujours manqué, enfin ça fait longtemps qu'il manque des enseignants en fait, et à un moment donné, ils ont ouvert le concours en disant, bah voilà, on a besoin de temps d'enseignants, donc on va ouvrir le concours et offrir, enfin mettre beaucoup plus de place sur la table que les années précédentes en fait. Et dans ce cadre-là, moi je discute avec mon entourage et tout, et on me dit, mais pourquoi pas prof en fait? Parce que les études que je faisais à la fac, c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'était les études de sciences humaines. Je faisais de la socio, de l'anthropo et tout. Et en fait, le débouché général classique, c'est au bout de devenir enseignant-chercheur, d'occuper une place à la fac, être chargé de TD, voilà, faire des recherches en fait, et enseigner auprès de jeunes adultes en réalité. Et moi, je ne me suis jamais vu être face à de jeunes adultes. Franchement, ça m'intéressait pas trop. Mais être face à des enfants beaucoup plus jeunes, d'un coup, ça faisait sens pour moi en fait. Parce que, et dans ce contexte-là aussi, il faut savoir que sous le quinquennat de François Hollande, c'est à ce moment-là qu'il y a eu, par exemple, l'histoire des frères Kouachi. Voilà. Et donc, moi, je suis là et dans ma tête, ça fait écho, en fait. Je me dis, mais avec toute la tristesse de cette situation-là, des attentats et tout, je me dis, mais est-ce que dans leur trajectoire à ces personnes-là, il n'a pas aussi manqué quelque chose? Peut-être un peu de représentativité? Le fait que dans le système scolaire, ils ne se soient pas reconnus. Alors, je ne sais pas de leur trouver des raisons. Non. J'essaie de prendre la situation telle qu'elle est et de me dire comment est-ce qu'on fait pour que ce genre de trajectoire, peut-être, ne se reproduise pas. Voilà. Et dans ces éléments de réponse, je me dis que peut-être, c'est une pensée que j'ai là, même à cet instant, je n'ai pas la réponse. Hein. Je me dis peut-être que avoir aussi en face de soi des personnes qui, quelque part, nous ressemblent un peu plus, ou en tout cas, qui évoluent dans les mêmes milieux sociaux que nous, eh bien, ça peut nous aider peut-être à entrevoir autre chose que d'autres trajectoires qui sont écrites pour nous à un moment donné, en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire que je me reconnais dans la trajectoire des frères Kouachi, loin de là, mais c'est que je reconnais dans leur trajectoire d'autres trajectoires qui sont passées à côté de moi, en fait. Et je me dis, mais il y a forcément quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire face à ce face à ce déterminisme social, en fait. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'est d'être sur le terrain, à la source, entre guillemets, donc avec des enfants relativement plus jeunes, pour voir ce que moi je pourrais faire pour apporter ma pierre à l'édifice. Comment ça se passe le concours pour être professeur? Ça se passe en 2 temps pour moi. Ça se passe en 2 temps. Et tout à l'heure, on a cité Nelson Mandela. Soit je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Et là, on est vraiment dans le cas de figure. C'est-à-dire que la première année, moi, je me lance dans le concours, parce que je veux voir en fait ce à quoi ça ressemble. Je suis curieux en fait. Voilà. Je me dis pas, j'ai une chance de l'obtenir, même si, voilà, en réalité, j'y vais quand même avec l'espoir d'eux. Mais je me dis, mais si jamais je l'obtiens comme ça, c'est une arnaque, c'est pas possible. Et effectivement, la réalité me donne raison, parce que je me suis rétamé comme pas possible. J'ai eu 2 notes éliminatoires en français et en mathématiques, mais j'étais pas loin en même temps des seuils d'admission. C'était marrant. Il fallait avoir plus de 5 pour pouvoir passer à l'étape supérieure, et moi j'ai eu moins de 5 à chaque fois, mais genre 4, 90, quelque chose comme ça. Et je me dis, ah bah c'est chouette, je suis pas si loin, mais il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et du coup, l'année d'après,
je rentre en SP, on appelait ça comme ça, les écoles de formation pour les professeurs des écoles. Et dès les premiers jours, en fait, je vois ce qui m'avait manqué. C'était, par exemple, le sens des mots, parce qu'il y avait des consignes qui étaient très, très particulières, et pour lesquelles, si jamais on n'avait pas le sens derrière de ce qui a été demandé, eh bien, en fait, on était voué à échouer, en fait. Voilà. Et dans ces premiers jours-là, on nous a tout de suite expliqué ce que voulait dire tel terme. Voilà. Et puis, l'année s'étant bien passée, la deuxième année, lorsque je suis allé au concours, franchement, Dans je la pourrais dire que poche. c'était simple, mais ouais, ça s'est très très bien passé. C'est quoi la réaction quand on a le concours? C'est la première réaction, est-ce que tu t'en souviens? J'étais, c'est bizarre, hein, parce qu'on a travaillé pour quelque chose. Et là, il y a cette sanction. Quand je parle de sanction, c'est dans le sens positif du terme, parce que c'est vrai aussi, on a tendance à penser que sanction, c'est toujours négatif. Non, une sanction, c'est quelque chose qui arrive après un fait. Si j'ai travaillé et que j'ai 20 sur 20 à mon interro, la sanction de mon travail, c'est 20 sur 20. C'est pas tout le temps quelque chose de négatif. Donc là, mon travail a été sanctionné par ce résultat au concours qui est extrêmement positif. Et dans les premiers temps, je crois que je suis dans l'incrédulité. C'est-à-dire que je suis là et je me dis, mais genre, ça y est, j'ai réussi. C'est fou, c'est cool. J'ai travaillé pour ça, mais de voir que ça a été validé, bah, ça reste quand même quelque chose d'assez fou, même si ça ne dure pas très longtemps en fait, et c'est quelque chose qui est relativement éphémère. Ça ne se concrétise sur rien. C'est pas parce que j'ai le diplôme à cet instant-là que d'un coup, ça y est, je suis en classe, ou même d'un coup, ça y est, je suis un bon professeur. Non, c'est en fait le début du chemin, mais c'est sympa de voir que j'ai réussi à gravir ces marches-là. Donc je suis plutôt content, je suis un peu fier aussi. On le Voilà. fait un peu ou ça ou pas du tout? On le... On le fait, ouais, on le fait en famille, tranquillement, sans trop, Raisonnablement, raisonnablement, voilà, sans trop d'effervescence non plus. sans trop en faire. Ouais, ouais. Euh, Elle arrive quand la première admission? D'ailleurs, comment ça se passe pour ceux qui savent pas? T'as le concours maintenant. Ouais. Et comment on fait pour intégrer une école Avant le concours après ou après le après le concours? concours? Après le concours, ce qui se passe, c'est que, bon voilà, on a une place. Parce qu'on était, nous, il y avait 1200 places. On était 3 ou 4000 à le passer, peut-être plus encore. Et il y a 1200 places au concours. Moi, je passe le concours et en plus, ça se passe super bien. Je suis dans les 100 premiers, trop bien et tout. Et vis-à-vis de ça, on fait des vœux ensuite pour essayer de se projeter et dire, bah voilà, moi, j'aimerais bien travailler dans ce secteur-là. On vise des écoles, même si on ne les connaît pas. Mais on essaie évidemment de s'arranger en disant, vu que ça, c'est pas trop loin de chez moi, bah voilà, j'aimerais bien officier là. Soit c'est accepté, soit ça ne l'est pas. Il y a toujours une histoire de classement par rapport au concours. Et puis il y a d'autres personnes aussi qui ont déjà le concours et qui vont viser certains postes en fait. Ok. Et donc comme elles ont plus d'ancienneté et qu'elles ont plus de points, eh bien elles risquent de les avoir. Donc c'est un jeu des chaises musicales qui se fait. Dans mon cas, jusque-là j'ai de la chance parce que franchement je suis dans une école qui est à un quart d'heure de chez moi. C'est trop bien. Et qui est dans une ville voisine, qui n'est pas ma ville. Donc c'est trop bien parce que je suis pas très loin de chez moi, mais finalement, je ne côtoie pas les gens que j'ai à l'école avec moi dans le cadre hors scolaire en fait. Parce que il y a aussi ça. On aime, enfin, dans mon cas en tout cas, je suis content d'être sur un secteur, dans une école et tout, mais si jamais on n'arrive pas, si jamais on est dans ce secteur-là tout le temps, c'est comme si ça devenait un village autour de nous en fait. L'école prend vraiment sa place centrale et on sait que même à l'extérieur de l'école, eh bien, on sera référencié comme étant l'enseignant, en fait. Voilà. Dans le livre, Dès j'en où parle t'en un peu, parles, d'ailleurs. dans un supermarché où il y a un... Exactement, Et tu exactement. te fais passer pour ton... pour ton Exactement, jumeau. exactement. Parce que je crois que, intellectuellement, on a besoin aussi de sortir de ça. On est enseignant, on le sait, mais on n'est pas que ça. Voilà. Et dans une tentative d'aller contre cette espèce d'essentialisation, où on ne serait que sa fonction, moi j'aime bien le fait d'être quelque part qui ne soit pas très loin de chez moi, mais de ne pas vivre dans cet endroit-là. Voilà. Parce que c'est bien en fait, enfin, je trouve ça sympa de ne pas être ramené qu'à ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a qui aiment bien être habité Ouais, à côté de leur identifié école, comme... identifié comme. Et moi, c'est juste pas mon cas. Ça se passe comment les premiers pas à l'école en tant que professeur? Maintenant, on y est, comment ça se passe? Bah, dans mon cas, c'est stressant. C'est stressant parce que du coup, on sait qu'on a le concours et tout, on est quelque part validé par l'institution et nos années d'études, mais ça ne change rien au fait que pour l'instant, on n'a jamais vraiment eu de classe devant nous à mener d'un instant A à un instant Z pour la fin de l'année, et que ces premiers instants-là, on va être tout seul en fait. Ça y est, on est lancé dans le grand bain. Donc c'est quelque chose qui est relativement stressant. Mais qui, dans mon cas, se passe relativement bien. C'est-à-dire que je suis en classe et tout, je me vois me présenter aux élèves et que finalement, bah, ils m'accueillent bien, quoi. Ils m'accueillent bien. Après, c'est particulier parce que eux, ils savent
que la personne qui va être devant eux est leur enseignant. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, ils ont été préparés à ça. Les parents, avant, leur ont dit, bah voilà, tu vas aller à l'école, tu vas avoir tel maître si jamais le nom est écrit devant l'école, même si ça se fait de moins en moins maintenant. Donc, ils arrivent et en fait, ils font confiance au système. Ils font confiance à l'institution. Comme vous, probablement, comme tout le monde, en fait, lorsqu'on est allé à l'école, on ne s'est jamais posé la question de savoir qui était vraiment en face de nous. On sait juste qu'on va avoir un enseignant. Il y a aussi une anecdote autour de ça dans le livre, avec Absolument. ce parent qui prend de la distance. Absolument. On va pas spoiler tout le livre. Mais c'est bien de le dire parce que ça fait effectivement écho à des histoires que je raconte, donc c'est intéressant de le dire. Mais oui, du coup, pour moi, ça se passe franchement bien. Je suis bien accueilli et je suis très heureux de cette expérience-là. C'était stressant, mais c'était un moment à passer. En fait, c'est un baptême du feu, tout simplement. C'était mon bizutage et tout le monde a été aux petits soins avec moi, autant les élèves que leurs familles, que les collègues avec lesquels j'ai évolué, qui m'ont bien accueilli, en fait. Qui ont été, je me souviens, parce que quand j'ai eu le concours, moi, j'ai eu mon affectation à la fin du mois de juin. Et c'est pas toujours le cas. Il y en a qui, malheureusement, l'ont quelques jours avant la rentrée. Ah ouais. Et ça n'est pas du tout la même chose. Au niveau de la préparation, j'ai pu échanger avec les collègues, ils m'ont super bien accueilli, ils m'ont donné même des choses sur lesquelles eux ils travaillaient, sur le niveau sur lequel j'étais, c'était avec une classe de CE1. Donc je suis arrivé en fait et j'ai eu à me glisser dans les chaussons qu'on m'avait déjà préparés. Trop bien, c'est le meilleur cas de figure. Ah ouais. Et tu te souviens de la première chose qui t'est marquée avec cette classe-là, cette première classe, le premier fait marquant, entre guillemets, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, ou Franchement, je crois que c'est un espèce comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est la confiance qui m'a été accordée alors qu'ils ne me connaissaient pas. Et ça, je me dis, c'est fou quand même. Il y a quelque chose de l'ordre de... Et c'est tant mieux pour moi, parce que du coup, j'ai pu en profiter. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'aliénation, un peu. De se dire, j'arrive dans un espace et je vais juste faire confiance à la personne qui est devant moi parce qu'on m'a dit que je pouvais lui faire confiance. Et maintenant, du coup, ma charge, ma responsabilité, c'est de me montrer au niveau de cette confiance gigantesque qu'on m'a donnée, en fait. Voilà. C'est pas le plus facile, mais c'est quand même énorme d'arriver dans ce contexte-là. Et ça, je crois que c'est ce qui m'a surpris le plus. C'est-à-dire, j'arrive en classe et presque, j'ai pas à demander le silence, en fait. Les élèves, ils sont là, ils sont devant moi, ils attendent. C'est ça, ils sont déjà prêts. Genre, allons-y, ok, c'est toi le maître. Ils savent pas que j'ai pas d'expérience. Ils se disent juste, si t'es là, c'est que t'es capable d'eux. Et maintenant, c'est à moi de me montrer au niveau. J'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça fou. Et tu fais ça pendant 3 ans. Et après, tu décides de devenir remplaçant. Comment elle se prend cette décision? Et surtout, pourquoi t'en parles un peu dans l'intro du livre? Alors, c'est assez paradoxal. Je prends cette décision parce qu'en fait, ça se passait trop bien. Ça se passait trop bien dans le sens où, encore une fois, mon cursus jusque-là, c'est je passe le concours, ça se passe super bien. J'arrive chez les collègues qui m'accueillent super bien. J'arrive dans des milieux où finalement, il y a aussi cette mixité qui fonctionne et où les parents suivent relativement bien la scolarité de leurs enfants. Et j'ai très vite ce sentiment de, finalement, si c'est moi ou un autre, ça change pas grand-chose. Et je me dis, pourtant, la réalité du métier, je suis sûr qu'elle est différente. Parce que moi, j'étais à l'école il n'y a pas si longtemps et c'est pas la réalité que j'ai vécue. J'ai des souvenirs de quand j'étais enfant, c'est pas la réalité que j'ai vécue. Et j'ai des échos aussi d'autres collègues qui ont passé le concours avec moi et c'est pas la réalité qu'ils vivent. Et je me dis, mais tu vas pas toujours évoluer dans ces milieux-là, en fait. T'arrives, t'es encore curieux. Moi, c'est... Et puis, tout le cursus après, jusqu'à l'apparition du bouquin, en fait, c'est ça, c'est de la curiosité. Donc, je suis là et je me dis, mais j'ai envie de vivre autre chose. J'ai envie de connaître d'autres situations. J'ai envie de voir d'autres collègues. J'ai envie de voir d'autres milieux sociaux. Et le seul poste qui m'offre tout ça, c'est celui de remplaçant. Donc, je prends la décision de faire ce qu'on appelle le mouvement. C'est en fin d'année, c'est une période où en fait on peut essayer de changer de poste. Ça veut dire qu'on s'adresse à l'institution en disant, voilà, j'aimerais bien plutôt occuper cette fonction-là, parce que c'est peut-être intéressant de le dire aussi pour celles et ceux qui peut-être se projettent dans le métier comme moi. Au sein de l'éducation nationale, il existe différents postes. Voilà. On peut être professeur et occuper différents postes de professeur. Dans mon cas, et je le dis dans l'intro, un professeur remplaçant, c'est pas un sous-prof. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un qui a choisi, dans le corps de métier des enseignants, d'occuper la fonction de remplacement. C'est pas pareil. Mais on a le même concours, on a les mêmes connaissances, on a les mêmes aptitudes, on a les mêmes capacités. Vraiment, c'est juste un travail différent. De même, pour l'instant, par exemple, un directeur d'école, même si la fonction est bien particulière et demande des aptitudes bien particulières, au niveau du statut,
Il n'est pas au-dessus des professeurs des écoles. C'est pas comme au collège ou au lycée où le principal, le proviseur, c'est vraiment notre supérieur hiérarchique. Là, si on veut, le fonctionnement d'une école élémentaire, c'est assez collégial. Tout le monde a le même niveau. Voilà. Et juste, on se partage les tâches. Qui est capable d'être directeur ou directrice prend le poste si il ou elle a envie. Voilà, sous appui évidemment de l'institution et de l'inspection. Donc dans mon cas, je choisis de changer de fonction au sein de mon corps de métier. Parce que je me dis, par rapport à mes objectifs, c'est ce poste-là qui peut m'aider à les remplir. Et je deviens remplaçant et voilà. Et c'est là où tu réapprends finalement. Est-ce qu'on peut dire que tu réapprends entre guillemets le métier de professeur? On peut dire ça, hein, on peut dire ça. Parce que c'est des nouvelles classes tout le temps, Absolument. c'est des nouveaux élèves. Absolument. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Il y a d'autres spécificités. On t'en parle pas mal dans le livre et on va y venir tout de suite. Est-ce que ça te... Il y a des moments de doute à ce moment-là ou pas? Est-ce qu'il y a un moment où tu rentres chez toi le soir et tu te dis ah ouais, peut-être que j'ai été trop ambitieux, ou tu te dis que en fait, il y a énormément de choses à faire encore? C'est plutôt ça. Je me dis, il y a énormément de choses à faire encore et je me dis, c'est bien, t'es exactement là où tu voulais. Tu vois exactement ce à quoi tu t'attendais et parfois c'est encore plus fort en fait. Mais je suis toujours dans cette curiosité-là et je me dis, mais c'est trop bien parce que c'est challengeant pour moi en fait. D'arriver comme ça au débeauté, d'essayer de remplacer quelqu'un, mais à ma manière en fait, d'essayer de gagner la confiance des élèves le plus rapidement possible parce que là du coup, c'est un cas de figure absolument différent de celui dans lequel j'arrive lorsque j'ai les concours, où les élèves m'attendent et se disent c'est ce maître-là ou ce professeur-là avec lequel on va passer toute l'année scolaire. S'il est là, c'est que forcément il a le niveau et ça va bien se passer. Là non, lorsque j'arrive et je remplace quelqu'un, il y a déjà la stature de la personne que j'ai remplacée. Ah, donc si jamais ça se passe super bien avec l'enseignant qui est déjà là, c'est à moi de faire mes preuves en fait. Donc le rapport avec les élèves, il est absolument différent. Mais en lisant le livre, moi je me demandais justement, est-ce que c'est pas compliqué parfois? Parce qu'il y a des fois où tu fais qu'une journée en fait. Ouais. 8h, 16h30. Est-ce que c'est pas compliqué? Parfois, il n'y a pas de frustration à 16h30 où tu te dis, ah cet élève, j'aurais peut-être pu l'accompagner un peu plus que ça? Si, évidemment. Si, ça arrive. Ça arrive relativement régulièrement. De me dire, soit j'espère que je reviendrai, parce qu'il y a autre chose à faire, soit je vais échanger avec l'enseignant référent de la classe, pour lui dire ce que j'ai vu, parce que c'est ça aussi que je trouve assez intéressant. C'est que, comme je ne suis pas le même enseignant que celui que je remplace, eh bien, je ne verrai pas peut-être les choses de la même manière que lui ou qu'elle. Et du coup, lorsque j'ai l'occasion d'échanger avec cette personne-là, de lui dire, moi, ce que j'ai pu observer. C'est une réalité parallèle, en fait. Voilà. Et on a besoin parfois de différents angles d'approche sur une même situation pour essayer de trouver des solutions. Et donc, je suis friand de ça, en réalité. Mais oui, c'est extrêmement frustrant, parfois, de me dire... ah oui, là, j'aurais bien aimé poursuivre davantage parce que je pense que j'aurais pu mettre ça en place, par exemple. Et c'est tout ça qui vont t'amener à écrire un livre. Absolument. Ce livre qu'on a devant nous, Le Prof, 50 histoires vécues, qui est paru le 28 août 2024 aux éditions Hachette. Un petit traité de vivre ensemble à mettre entre toutes les mains, c'est ce qui est écrit en 4e de couverture. Ces 50 histoires vraies livrent la parole sincère et sans filtre d'un professeur des écoles désireux de partager avec le plus grand nombre son vécu, non seulement dans la classe, mais aussi en dehors de l'école. Moi, par exemple, j'avais pas lu la 4e de couverture avant de lire le livre, Okay. et je vois des histoires dans le métro et tout, je me dis, oh, on sort de l'école, et ça rend le livre encore plus sympathique. Mouhamadou nous interroge ainsi sur notre société, ça c'est toujours dans la 4e de couverture, toujours avec sensibilité et humour. Il valorise les différences et propose des pistes de réflexion. C'est l'histoire de celui qui se demande pourquoi Koubé, il faut bien parler français. C'est l'histoire d'un ou une élève qui dit à un autre, tu as la couleur du caca. C'est l'histoire de deux vieilles dames dans le métro. C'est l'histoire d'un prof noir pris pour un chauffeur VTC. C'est l'histoire d'un ou une élève handicapable en basket fauteuil. C'est l'histoire d'un enfant qui dit que son papa est raciste. Et en lisant le livre, en vrai, moi, je me suis dit, mais c'est dingue le nombre d'histoires que peut vivre un prof et ce qu'il peut entendre. Et j'ai l'impression même que la génération d'aujourd'hui, enfin, moi, j'ai pas le souvenir, en tout cas, que à mon époque qui est pas si lointaine que ça, que on était aussi éveillé que ça. Est-ce que toi, c'est le ressenti que tu as? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, d'ailleurs, comment te vient l'idée d'écrire ce livre? Combien de temps ça t'a pris? Et voilà. Écoute, par rapport parce que ta première question, c'est est-ce que les élèves ont toujours été aussi éveillés? Je crois que oui. Je crois que oui. Juste aujourd'hui, l'époque à laquelle on vit est différente. C'est-à-dire que grâce aux réseaux sociaux notamment, eh bien, on a d'autres espaces pour pouvoir échanger. Parce qu'il y a 10, 15 ou 20 ans, c'était improbable qu'une personne comme moi, un enseignant, là, se déplace sur les réseaux
pour pouvoir, ou dans un média comme celui-ci, pour pouvoir parler de son métier. Et là, ça fait écho à la deuxième question, comment ça m'est venu? C'est les réseaux sociaux qui m'ont amené là, en fait. Voilà. Mais je crois que ça a toujours été comme ça. Encore une fois, là, on parle de l'histoire de Kwakubé, mais elle fait écho à des situations que moi, j'ai pu vivre lorsque j'étais enfant, parce qu'en fait, la langue, elle évolue. C'est ce que je Mais oui, raconte. il y a beaucoup de personnes qui pensent, je crois, à tort, que la langue est quelque chose de figé. Non, elle a une base, d'accord? Mais cette base même est mouvante. Moi, j'aime bien prendre l'image d'un meuble avec différents tiroirs, en fait, dans lesquels il y aurait à chaque fois plein de mots. Alors, les mots que l'on utilise sont le tiroir le plus fourni, mais il y a d'autres tiroirs qui sont là. Il y a des mots qu'on va soit réinventer ou leur donner un nouveau sens ou introduire dans la langue à nouveau. Ça, c'est un autre tiroir, des néologismes, on va dire ça comme ça. Et il y a un autre tiroir avec des mots qui sont passés en toute désuétude, en fait, qu'on n'utilise plus. Et c'est la raison pour laquelle, dans le dictionnaire déjà est un outil qui est réinventé sans cesse. C'est pour ça qu'il en paraît chaque année, parce que sinon, il suffirait de faire copier-coller chaque année. Mais pourquoi est-ce on change d'édition? C'est parce que la langue évolue, en fait. Des mots rentrent dans le vocabulaire courant et d'autres en sortent. Donc vis-à-vis de ça, je pense que ça a toujours été le cas en fait. Lorsqu'on était plus petit, on faisait aussi des jeux de mots, on s'amusait aussi de la langue. Et il y a très longtemps, d'autres ont fait des choses. Alors ils n'ont pas toujours été reconnus à leur juste valeur, mais dans le livre j'en parle un peu. En parlant de ce qu'on appelle l'Oulipo, c'est un ensemble, on va dire, une espèce de super ligue d'auteurs qui, justement, on va dire, quand je le présente aux enfants, moi, ils étaient tellement à l'aise avec la langue, c'était tellement fort qu'ils s'en amusaient, en fait. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a toujours existé, en fait. Mais ça demande d'avoir un petit peu de recul pour pouvoir le voir et le reconnaître, et peut-être moins s'offusquer lorsque des choses comme ça nous arrivent. Voilà. Donc, pour répondre à la deuxième question, c'était comment est-ce que ça m'est venu? Ça m'est venu par rapport aux réseaux sociaux. J'ai été approché par cette maison d'édition, Hachette, que je remercie, qui est une grande maison d'édition, et du coup qui m'offre tout de même une certaine exposition, on va dire ça comme ça. Mais c'est eux qui sont venus à moi. D'autres maisons d'édition aussi, par rapport à ce que je proposais déjà sur les réseaux. Donc en réalité, c'est vraiment mon contenu sur les réseaux qui m'a amené à être approché par cette maison d'édition et à la production de ce livre, parce qu'en fait, c'est une continuité de ce que je raconte sur les réseaux. C'est juste à destination d'un public similaire et différent à la fois. Parce que les personnes qui me suivent sur les réseaux peuvent lire l'ouvrage et découvriront de nouvelles histoires. Voilà, il y a une espèce d'exclusivité. Et les personnes qui ne me connaissent pas et qui sont plus enclines à lire des livres peuvent aussi me découvrir au travers de ce livre-là. Et ce qui est dingue dans ce livre, c'est qu'il est particulièrement bien écrit après. C'est gentil, Ça, c'est normal. Mais c'est en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est que le livre, enfin, chaque histoire est en trois parties. Oui. Il y a l'histoire, il y a ce que tu penses de l'histoire, Oui. et ce que tu as fait pour l'histoire. Et il y a quatre ou cinq histoires où tu nous demandes qu'est-ce que nous on aurait fait. Absolument. Et ce qui est dingue, c'est que la première fois que tu nous demandes ça, c'est l'histoire avec un livreur. Sauf qu'on a déjà lu 4 ou 5 histoires avant. Et si on n'avait pas lu en fait ces 4 ou 5 histoires avant, on s'aurait dit, mais c'est entre guillemets, c'est un ouf le livreur. Alors que, comme tu nous permets de réfléchir autrement à travers tes 4 ou 5 premières histoires, Ouais. on se dit, ah ouais, moi j'aurais réagi comme ça, mais en fait, faut pas réagir comme ça. Lui, il a fait ci, ça, ça, ça. Et il n'y a pas de. Enfin, moi, ce qui m'a marqué dans le livre, c'est que tout est une question toujours de dialogue. Et ta première réaction, c'est jamais la frustration, c'est jamais l'offuscation, c'est toujours je vais essayer de comprendre ce qui amène cette personne à penser ça. Est-ce que c'est fait sciemment? Comment ça devient aussi l'idée d'écrire ce livre de cette manière-là? Et en fait, on le parcourt avec toi, on vit les choses avec toi. Ça nous permet. J'en parlais hier avec une amie, je lui racontais un peu le livre et je lui conseillais de l'acheter. Et sans l'avoir lu, elle me dit, ah ouais, mais ça permet en fait de nous remettre nous-mêmes en question sur notre fonctionnement en fait. Absolument, absolument. Bah, encore une fois, c'est une histoire d'histoire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que mon histoire personnelle m'a toujours demandé, je crois, depuis tout petit, d'essayer de me décentrer et d'essayer de faire attention aux personnes qui étaient en face de moi, en fait. Parce que j'ai, je crois, une identité assez forte, ou en tout cas, je sais à cet instant ce à quoi je fais référence lorsque je pense à moi-même. Et toute la difficulté, c'est d'être capable d'être compris, non pas par moi-même, mais par les personnes qui sont en face. Et du coup, si je veux qu'elles me comprennent, j'ai tout intérêt à essayer de les comprendre, de voir d'où elles viennent. Certaines remarques, parfois, sont absolument désobligeantes, parfois, elles sont extrêmement horribles,
Et même dans ces remarques-là, alors je ne demande pas à être résilient, parce que ça c'est un concept que je trouve aujourd'hui assez dépassé. C'est une histoire de dire, voilà, on fait le dos rond et on prend tout ce qu'il y a à apprendre. Non, je ne suis pas d'accord. C'est juste que je me dis, il y a autre chose à faire peut-être. Et ce autre chose à faire, c'est essayer de comprendre ce à quoi les gens ils pensent lorsqu'ils sont en face de nous. On va parfois me faire des remarques, que ce soit dans le cadre scolaire ou extrascolaire, parce que c'est vrai, dans le livre, il y a aussi des histoires qui font référence à l'école, mais qui sont extrascolaires et qui nous interrogent sur autre chose, la manière dont on vit certaines interactions dans nos sociétés. Et vis-à-vis de ça, en fait, moi, je me dis juste, c'est intéressant de savoir comment les gens y pensent. Parce que c'est pas parce que toi, tu viens me voir avec ta vision de moi que ça veut dire que moi, je dois me conformer à ce que toi, tu penses que je suis. Non, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi toi, tu me vois comme ça. Et ce que j'ai à faire à ce moment-là, c'est de poser la question, en fait. Jusqu'à ce que peut-être, éventuellement, toi-même, tu remettes en cause certains biais, si jamais ce sont des biais, ou en tout cas que tu m'expliques pour que juste je puisse mieux comprendre. Parce qu'il est là, le vivre ensemble aussi. Alors, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui est au programme scolaire, mais c'est quelque chose qui est censé nous animer tous dans notre société, en fait. On n'a aucun intérêt à essayer de vivre sans ça, à essayer de vivre les uns juste à côté des autres, parce que l'être humain, je crois, et c'est la sociologie qui nous apprend ça, est un être social. Peu importe ce qu'on fait, on le fait toujours dans un cadre collectif. Les enfants qui se mettent à marcher le font parce que physiologiquement ils en ont besoin, mais aussi parce qu'ils sont en train de mimer ce qu'ils ont vu en face d'eux. Ils ont vu le grand frère, la grande sœur debout sur deux pieds, ils ont vu les parents debout sur deux pieds, ils essayent de faire la même chose. Donc on est des êtres qui avons besoin des autres en fait pour évoluer. Et moi je ne conçois pas d'évoluer dans un monde où je suis tout seul. Donc lorsque je suis en interaction avec une personne, j'ai tout intérêt à essayer de comprendre en fait d'où elle vient, quel est son positionnement. Et pour ça je crois que il ne faut pas hésiter à poser des questions, en fait, même très naïvement, plutôt que d'être ancré sur ses propres croyances. Encore une fois, moi, je ne crois pas que ça remette en cause profondément qui je suis pour que je ne me permette pas de poser la question. Non, je sais assez bien qui je suis pour que je puisse me permettre de demander à mon interlocuteur ce qu'il pense de moi. Et ce qui d'autre est bien, c'est qu'en fait, le livre, il n'est pas contre l'éducation nationale, il n'est pas contre le prof, il n'est pas contre les... En fait, il est contre personne. Tu le lis, c'est des situations que t'as vécu, que tu penses avoir vécu, c'est des choses que, enfin moi ça m'a renvoyé à des souvenirs d'école, ah ouais c'est sympa, en fait c'était cool l'élémentaire à l'époque, mais ce qui aussi m'a marqué c'est que la question de la couleur de peau revient souvent. D'ailleurs je crois que la première histoire c'est celle du caca, où un élève vient te voir parce qu'on l'a traité, est-ce qu'on peut même appeler ça une... Non, traité pas vraiment vu comment tu traites la situation, mais... Ouais, peut-être que pour lui, on l'a traité d'eux, ou en tout cas on a fait référence à sa couleur de peau de manière négative, ça c'est sûr et certain. Et si jamais traité, c'est ça que ça veut dire, alors oui, on l'a traité d'eux. Mais en même temps, est-ce que c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est encore une fois, j'essaie de me mettre dans la position de l'enfant, de l'autre enfant, et d'essayer de comprendre ce qui l'anime en fait. Et peut-être que ses intentions, c'était pas celle-ci. Parfois, un message peut être perçu comme étant offensant, alors qu'il ne l'est pas. Et là où il y a de l'espace pour la nuance, bah, j'essaye d'en apporter en fait. Et cette histoire-là en est une. Ouais. Et justement, comment elle te vient cette pédagogie? Parce que ce que tu fais, c'est très pédagogue et c'est pas tout le monde qui pourrait le faire. Ne nous mentons pas non plus. C'est pas quelque chose qu'on pourrait tous faire. Moi, il y a des histoires que j'ai eues juste à la fin. Je fais, mais. J'aurais pas fait comme ça. Ouais, ok, mais. Et j'aurais sûrement fait de la mauvaise manière. Je me serais emporté. Mais ouais, il y a cette histoire de dessin. On va pas la spoiler. Les gens achèteront le livre et le liront, mais il y a cette histoire de dessin. Enfin. C'est assez dur. Comment elle te vient cette pédagogie-là et comment on fait pour garder son calme Bah là, en l'occurrence, pour cette histoire-là, par exemple, sans spoiler, je suis à l'école. Donc c'est une des histoires où je suis en poste au sein d'une école. Et j'essaye de ne pas oublier que j'ai un rôle éducatif. Voilà. Ce rôle éducatif, il m'arrive aussi de le prendre, même hors cadre scolaire, à savoir au sein d'une école, voilà, mais sur les réseaux, parce que la casquette que j'ai aussi souvent sur les réseaux, même si évidemment je suis une personne, mais c'est la casquette d'enseignant lorsque je raconte une histoire qui est scolaire. Donc j'essaie de ne pas l'oublier et d'essayer de faire attention aussi au public que j'ai face à moi. C'est-à-dire que si un enfant me dit quelque chose, et si un adulte me dit quelque chose, pour moi ça n'est pas la même chose, parce qu'on n'est pas au même niveau de construction. Voilà. Et là où je peux accompagner, quitte à déconstruire totalement ce que l'enfant pense en fait, eh bien, je me permets de le faire. Qui d'autre que moi, qui prend une remarque qui me concerne, peut l'utiliser pour déconstruire ce que l'enfant pense de lui? Je suis à la meilleure position pour ça, en fait. Je suis à la meilleure position pour ça. Qui d'autre que moi, sachant ce à quoi je ressemble, peut prendre une remarque sur la couleur de peau et essayer d'avancer avec l'enfant pour lui donner une explication plausible, une explication concrète, une explication scientifique avec laquelle il va en ressortir? Mais je suis la meilleure personne en fait pour ça, parce que je ressemble à ce à quoi je ressemble. Je peux pas faire comme si c'était pas le cas. C'est tellement réel que les enfants le remarquent. Donc c'est quelque chose qui est remarquable. Donc même si ça n'est qu'un détail pour moi,
pour eux, à cet instant-là où ils disent ce genre de choses, c'est peut-être pas un détail. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, un, pourquoi c'est pas un détail, et deux, ce que je suis capable d'en faire pour apporter une réponse plausible, concrète, et qui va servir à cet enfant-là. Donc, ça veut pas dire que, parce que l'image là qui est dépeinte, c'est finalement, je suis un pédagogue parfait, et que toutes les situations sont des situations d'apprentissage, et que, non, ça m'arrive aussi de ne pas avoir, j'allais dire, cette posture-là, pas tout le temps. Parce que y a des moments où c'est plus sollicitant, on va dire aussi. Mais lorsque j'en suis capable, lorsque je le peux, vraiment, c'est cette espèce de recul que j'essaye de mettre, en fait. En disant, mais ok, moi, ça m'interroge, mais pourquoi pour toi, c'est aussi important? Dis-moi. Et ensuite, on va construire ensemble ce raisonnement pour arriver à quelque chose qui va nous servir à tous les deux. Et ce qu'il y a d'autre de marquant, c'est la couleur de peau. C'est quelque chose qui revient souvent. Hmm. Je l'ai notamment noté dans l'histoire d'un coup de chaud, l'histoire d'un homme noir pris pour du chocolat, l'histoire d'un jeune prof racisé, l'histoire de la vie, l'histoire du premier prof noir, l'histoire d'une course, l'histoire d'un prof noir pris pour un dealer. Ouais. C'est fou à quel point les gens essentialisent les personnes. Comment toi tu vis tout ça au quotidien? Franchement, encore une fois, hein, je sais assez bien qui je suis pour que finalement, je crois, ça ne m'impacte pas. Pour aller dans les termes un peu plus politiques, on va dire, il y a un auteur que tu connais peut-être, qui s'appelait James Baldwin, et qui a beaucoup étudié cette question de la couleur de peau, parce que c'était un transfuge, en fait, j'ai envie de dire, un immigré états-unien qui est venu vivre en France, en l'occurrence, et qui, même dans ce cadre-là, en fait, retrouvait certaines dynamiques semblables, en fait. Et il y a pas très longtemps, un documentaire est paru par rapport à son œuvre qui s'appelle I Am Not Your Negro, qui en français se traduirait par Je ne suis pas ton nègre. Mais de manière générale, je dirais même, dans mon cas en tout cas, je ne suis pas un nègre même, ou un noir, parce que cette histoire de la couleur de peau, elle n'est pertinente que dans un espace où je n'existe pas en tant que entité dominante, on va dire. C'est parce que je suis une minorité que ça devient quelque chose de remarquable. Dans un espace où il n'y a que des noirs, les noirs ne perdent pas leur temps à dire qu'ils sont noirs. Dans un espace où il n'y a que des blancs, les blancs ne perdent pas leur temps à dire qu'ils sont blancs parce que c'est la norme en réalité. Donc ça n'interroge que dans les espaces où ça n'est pas la norme. Mais ça n'interroge pas assez ma personnalité pour que j'en vienne à me remettre en question. Non, au contraire, je retourne le questionnement en disant mais pourquoi pour vous c'est si important ? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Voilà. Et effectivement, dans le livre, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que cette essentialisation arrive un peu partout. Et c'est là où peut-être on peut se rendre compte de la portée structurelle de la chose. Parce que je conçois aussi que pour certaines personnes, ce soit assez pénible d'en parler. Parce que finalement, ça n'est qu'un détail, ça. C'est vrai. Et ça ne devrait être qu'un détail. Mais dans l'existence de certaines personnes, on les renvoie tellement à ça que pour elles, elles se rendent compte qu'en fait, c'est pas un détail pour les autres. Si 4, 5 fois dans des structures différentes, dans des milieux différents, eh bien en fait on fait référence à ça, alors que pour moi ça n'a vraiment pas, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est que je me dis mais pour les personnes qui sont en face de moi, pour l'œil qui me regarde, peut-être que c'est important. Pourquoi c'est important pour vous? C'est ça qui m'intéresse en fait de comprendre. Peut-être que si moi j'arrive à le comprendre, ben, je vais pouvoir l'expliquer. Et je vais pouvoir l'expliquer aussi bien à d'autres adultes qu'à des enfants en fait. En tout cas, le livre, il est vraiment passionnant. 50 histoires vraies. Je vous conseille vraiment de l'acheter parce que là, on parle pas de tout, on peut pas parler de tout, mais on parle d'harcèlement, on parle d'inclusivité, on parle même de la question du genre. Il y a cet élève Oui. que tu prends pour une fille. Enfin, on traverse vraiment tous les sujets liés à l'école et je trouve ça passionnant. Il est super bien écrit. Il est simple à lire, facile à lire. Et le fait, comme je te l'ai dit, que tu mettes les choses en trois parties. Enfin, c'est vraiment sympa. Moi, j'ai lu le livre, je crois, en 3 heures. Yes. Et c'est vraiment rapide à lire. C'est sympa. Et à la fin, quand tu as fini le livre, ça te permet de te remettre en question, comme je le disais en te présentant en bio. Et bravo Merci. pour ça. Ma question, c'est maintenant pour ceux qui veulent devenir profs et des jeunes enfants issus, disons, de l'immigration qui veulent devenir profs. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là qui auraient peut-être des doutes, qui se diraient peut-être que c'est pas un métier pour moi, on n'est pas tant que ça. Il y a l'histoire aussi avec un jeune qui vient te voir et où tu lui mets dans un sac plein de... Pareil, on va pas spoiler, Pour essayer de lui voilà. faire comprendre justement ce que je vais probablement dire là. C'est à savoir que il ne faut pas s'arrêter, je crois, à ce que les gens pensent ou à ce que certaines personnes pensent, parce que non plus, c'est pas
une généralité, mais est-ce que certaines personnes pensent de ce que devrait être votre parcours? Voilà. Si vous pensez que vous êtes fait pour quelque chose, si vous pensez que vous êtes capable d'y arriver, alors lancez-vous. Encore une fois, et là je répète ce mantra qui n'est pas de moi, mais vous ne perdrez jamais. Soit vous allez apprendre, soit vous allez gagner. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ça se vérifie pour ma trajectoire, mais ça se vérifiera aussi pour la vôtre. Ça ne veut pas dire que vous allez arriver à cet objectif-là, mais à viser la Lune, on ne perd strictement rien en fait. Quoi qu'il arrive, on aura un peu avancé par rapport au point de départ sur lequel on était. Donc non, lancez-vous. Et si jamais je m'adressais encore une fois à cette frange de la jeunesse qui est issue d'une certaine diversité, ben, je leur dirais, mais au contraire, on a besoin de profs qui vous ressemblent. On a besoin de profs qui nous ressemblent. Parce qu'on a besoin de profs qui ressemblent. On a besoin d'une école qui ressemble à la société. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Voilà. Et certains se diront, mais ce qui est important, c'est la compétence. Mais oui, c'est vrai. Et la compétence, vous pouvez l'obtenir. J'allais dire, à force de travail, même si, évidemment, on sait que ça n'est pas que ça, hein, mais à force de travail, il est possible d'obtenir cette compétence-là. Par contre, ce que vous avez au fond de vous, ça ne changera a priori jamais. Et est-ce que les élèves vont voir en vous aussi? Ben, c'est important. C'est important. Parfois, on me relate, et je sais que c'est difficile pour certains de l'entendre, on me relate le fait que des enfants viennent me voir en fait et me font comprendre qu'ils n'ont jamais eu d'enseignants qui me ressemblaient, ou d'enseignants qui ressemblaient à d'autres collègues qui sont, pour lesquels, en tout cas, lorsqu'on les regarde, on a l'impression qu'ils sont issus de la diversité aussi. Et je trouve ça intéressant. Pourquoi, encore une fois, ces élèves remarquent ces choses-là? Parce qu'eux aussi, peut-être qu'ils ont déjà été renvoyés à leurs différences et qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas exactement comme certains. Et se disent, lorsque je peux m'identifier à quelqu'un qui me ressemble, dans une certaine fonction, eh bien, ça m'ouvre à un espèce d'horizon des possibles, en fait. Et je me dis, ah, cette case-là, je ne l'avais pas envisagée, mais elle m'est ouverte aussi. Je peux y arriver si jamais j'ai envie. Ça ne veut pas dire que c'est forcément ce que tu dois faire, mais ça veut dire que c'est ce que tu peux faire si jamais tu en as envie. Et c'est ça le message que j'ai envie de leur transmettre. Il y a un deuxième volet qui est prévu. Pour l'instant, sincèrement, j'y ai réfléchi. C'est-à-dire que j'ai tout un tas d'autres anecdotes que j'ai commencé en réalité à écrire, mais je ne sais pas si j'en ferai un ouvrage ou pas. Tout dépendra déjà on espère en tout cas. Parce que franchement, il est super, encore une fois, super sympa à lire, même pour ceux qui n'aiment pas forcément beaucoup lire. Achetez-le, c'est 277 pages, et c'est 277 vraies pages. Parce qu'il y a, je crois, il y a 2 ou 3 pages où tu parles de toi au début du livre, et une page de remerciements à la fin, mais après tout le reste, c'est vraiment que des histoires. Donc voilà. Mouhamadou le prof, 50 histoires vécues, achetez-le. Édition Hachette, est disponible un peu partout. Vous le commandez sur la Fnac, 2 heures après, il est là. En plus, il y a juste à aller le récupérer en magasin. En tout cas, merci pour cette discussion, c'était top. Avec grand plaisir. Merci pour ce livre qui, j'en suis sûr, réveillera beaucoup de conscience, que ce soit au niveau même des autres professeurs qui auront l'occasion de le lire, ou de certains parents, ou même de nous jeunes qui seront peut-être un jour amenés à être parents ou à être professeurs. Pour certains, on va finir avec un jeu. Ok. C'est la norme ici. Je te fais des débuts de phrases et tu les complètes avec moi. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok, je peux essayer. Être un homme, aujourd'hui, c'est... C'est faire preuve d'humanité. Être un homme noir en France aujourd'hui, c'est... Comprendre que c'est l'œil qui nous regarde qui, quelque part, décide de cette couleur de peau. Être un homme professeur noir en France aujourd'hui, c'est... c'est être minoritaire dans ce milieu. L'écriture inclusive, c'est pas si... C'est pas si difficile. L'éducation nationale, c'est bien, mais... Mais elle a besoin de se regarder dans un miroir. J'aimerais dire à tous les parents qui perdent foi au système scolaire que... On a besoin de vous pour le changer. On a besoin de vous pour le changer. Être ministre de l'Éducation nationale, ça pourrait être... Une très belle responsabilité. Ça te brancherait Non, j'en parle comme ça parce que c'est vrai. Après, c'est le jeu des réseaux, hein, c'est comme ça aussi. Mais certains, parfois, me feront monter le fait que oui, je ferai un bon ministre de l'Éducation nationale. Je pense que peut-être ou peut-être pas. En tout cas, à cet instant-là, j'en ai pas la compétence. Mais quand on se projette comme ça et qu'on se voit aux commandes, avec j'ai envie de dire,
cet appui du terrain en fait, parce que là c'est l'expérience vraiment qui parle dans cet ouvrage-là, c'est ça en fait alors ce sont mes histoires parce que ce sont mes mots, mais en fait ce sont les histoires des personnes que j'ai rencontrées, ce sont les histoires des situations que j'ai rencontrées, et c'est cette réalité-là en fait qui demande parfois à être vue par des personnes qui ne nous voient plus, on a l'impression en tout cas, lorsqu'on est arrivé à un certain échelon. Et moi c'est ce qui me ferait peur si jamais j'étais à ces postes de responsabilité, c'est de voir à quel point peut-être une distance se mettrait entre moi et cette réalité du public. Voilà, donc c'est une immense responsabilité. Mais en même temps, c'est une belle responsabilité parce que si on ne l'occupe peut-être pas très longtemps et qu'on a encore cet appui du terrain, ces souvenirs de ce à quoi ça ressemble, ou qu'on y replonge régulièrement, eh bien, on peut être amené à faire de grandes choses. L'éducation, c'est ce qui, je crois que c'est ce par quoi on peut vraiment changer notre société pour faire en sorte qu'elle aille un petit peu mieux. Et dans cette optique-là, vraiment, pour revenir sur la phrase d'avant, on a besoin des parents, même surtout peut-être ceux qui n'ont plus foi dans le système scolaire, parce que peut-être qu'eux-mêmes savent exactement ce qu'il faudrait pour pouvoir le faire changer dans le bon sens. Réduire les cours et faire du 8h-13h, ce serait première mesure des ministres de l'Éducation nationale. On te donne le poste. Franchement, quelque chose à vraiment mettre sur la table pour y réfléchir, parce que les rythmes scolaires, on sait ce que c'est, hein. Surtout en Europe et en France en particulier, où les journées scolaires sont très très longues, et on sait qu'elles ne vont pas toujours dans le bon sens par rapport au rythme de l'enfant. C'est quelque chose à réfléchir. C'est vrai qu'on peut faire d'autres choses ou penser le système scolaire autrement parce que la finalité c'est quoi? C'est qu'on veut que les apprentissages scolaires impactent le mieux possible les enfants. Et du coup, il faut essayer de faire en sorte que les fenêtres d'ouverture de leur esprit, entre guillemets, soient comment dire, arrivent au moment où ils sont le plus prêts. Voilà. Et ça, c'est plutôt le matin quand même, il ne faut pas se tromper. Donc, de 14h, on est tous cuits. Mais oui, c'est ça. Donc, même pour les adultes, hein, ça se vérifie en fait. Donc, mettre ça sur le dos des enfants, non, ça mérite d'être réfléchi. Ouais. La coéducation, c'est mettre tous les acteurs qui tournent autour de l'enfant autour d'une même table. Pas juste un ou deux, tous. La banlieue est une source de richesse immense. J'aimerais dire aux jeunes issus de la diversité que ils peuvent réussir, ça fait bateau. Ils peuvent réussir ce qu'ils veulent, sachant que, évidemment, on le sait, souvent, ils ne partent pas du même point que d'autres, mais ça ne veut pas dire que cette réalité-là ne leur soit pas accessible. Peu importe ce qu'ils visent, même si ça a l'air très éloigné de leur réalité, il y a d'autres personnes qui l'ont déjà fait avant eux. Ces personnes-là, parfois, ne sont pas connues, mais elles existent. Les enfants sont une source d'immense richesse et de fierté. J'aimerais dire à ma mère que je suis fier d'elle, que j'espère qu'elle est fière de moi, et que j'espère qu'on vivra d'autres grandes aventures ensemble. Si je devais vous donner 3 arguments pour que vous procuriez mon livre, ce serait... C'est un livre qui va vous faire plaisir parce qu'il parle de vous. C'est un livre qui va vous faire du bien parce qu'il a été écrit pour vous. Les histoires, moi je les connais, je les ai vécues, mais vous ne les connaissez pas, et c'est sûr et certain que vous allez vous retrouver dedans. On a l'impression peut-être que, à tort, ça ne tourne qu'autour de certains sujets en particulier, mais non, en fait ça aborde le sujet du vivre ensemble. Et le vivre ensemble, il n'a ni couleur de peau, ni religion, ni genre, ni sexe. Il nous touche toutes et tous, et c'est pour ça qu'il faut acheter ce livre. Mon interview du jour était... Trop bien. Trop bien, vraiment. Excellent. De la présentation à la fin, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion d'être en entretien avec des personnes qui évoluent dans le monde de l'université. Cette fois-ci, c'était des étudiantes qui ont acheté l'ouvrage et qui me disaient à quel point ça faisait référence à leur réalité, en fait. Et pareillement, j'avais le sentiment que, en fait, c'est pas un sentiment, c'est juste, ça s'est vérifié qu'elles avaient vraiment lu l'ouvrage. Et là, je me retrouve dans la même situation et ça fait plaisir, en fait, parce que ce que j'attends, encore une fois, moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis un grand auteur. Non, c'est mon premier livre. C'est mon premier livre. Voilà, je suis content d'arriver là, mais c'est mon premier livre. Et du coup, dans cette optique-là, en fait, je suis friand des retours. Alors, j'en ai quelques-uns, et j'en attends encore plus. Et de voir et de discuter avec des personnes qui l'ont vraiment lu, en fait, c'est ça qui a du sens. Parce que ce sont des situations, encore une fois, dans lesquelles on se reconnaît. Pas juste moi, je crois, mais les personnes qui l'ont lu, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est ce que me disaient aussi les personnes que j'ai vues la semaine passée. Donc non, je suis très heureux. C'était pas seulement une interview, j'ai l'impression que c'était un entretien, c'était une discussion. Wow, on essaie de discuter plus que tu ouais. une interview.
Bah, le plaisir, en tout cas, il est partagé. Et vraiment, achetez-le, on n'en fait pas trop. Et je lui dis pas ça parce qu'il est, il est devant moi. Vraiment, j'en parlais hier encore une fois avec une amie et je lui vendais le livre. Je sais qu'elle va aller l'acheter aujourd'hui. Vraiment, excellent livre où on apprend plein de choses. Ça nous renvoie aussi à des souvenirs d'enfance. Ça nous renvoie à nos salles de classe. Mouhamadou, le prof, je répète, 50 histoires vécues. Suivez-le aussi sur TikTok, Instagram. Balance pour la balance. Il fait des vidéos où il raconte aussi les coulisses de l'école. Et c'est vrai que c'est toujours bien, nous qui avons quitté l'école maintenant. Enfin, déjà, nous, ça fait pas très longtemps, mais on en oublie certaines Et parties. oui, Mais et pour oui, les plus anciens, c'est un excellent livre. Donc, procurez-le vous. Et merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation avec grand et plaisir. d'avoir été là. J'en profite Avec grand également pour plaisir. remercier les deux Jay. On était sur un double Jay aujourd'hui. C'est Jason à la réalisation audio et Jay à la réalisation vidéo. Et vous remerciez vous qui nous écoutez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ABDS. En attendant, prenez soin de vous et faites attention à vous. Cette émission est bien évidemment disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement de podcasts via YouTube grâce à Jay et en téléchargeant l'application Mon Paris FM. Passez un bon dimanche et faites attention. Mon Paris